aujourd'hui de l'exil? Comment vous transmettre des récits que l'on entend peu, qui sont invisibles car souvent confisqués par la haine et la division? Comment vous informer sur un sujet très médiatisé mais mal traité? C'est ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle émission. 1 heure chaque mois en compagnie d'invités pour aborder en profondeur l'immigration et les droits humains sous un nouvel angle. Bienvenue dans Exil, d'une voix à l'autre. Je suis Éléonore et je suis très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous. Les femmes ont de tout temps émigré, parfois seules, comme les Espagnols dans les années 1950. Le plus souvent, elles ont accompagné leurs conjoints dans l'exil et depuis l'arrêt de l'immigration de travail en 1974, elles les ont rejoints dans le cadre du regroupement familial. Cette question des migrations de femmes est restée une réalité peu connue en France, comme dans la plupart des pays occidentaux. L'image de l'homme seul, migrant pour des raisons économiques ou politiques, est restée prégnante dans les représentations de l'immigration et elle a fait, jusqu'il y a peu de temps encore, de la migration féminine un phénomène marginal ou de second rang. Bien qu'aujourd'hui les femmes et les minorités de genre représentent la moitié des personnes exilées, elles sont confrontées à des stéréotypes, à des représentations caricaturées et sont invisibilisées dans les politiques migratoires. Pourtant, ce sont les personnes qui font le plus face à des risques aggravés d'exploitation, de trafic humain et de violences sexuelles. Par ailleurs, la précarité économique limite aussi l'accès au titre de séjour, favorisant la dépendance au conjoint et à l'employeur. Les femmes en exil, c'est la thématique de cette 4e émission. Et pour m'accompagner durant 1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir Lola Chevalier. Tu es coordinatrice nationale de la FASTI, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés. Bonsoir. Bonsoir. Betty Pommier, tu es responsable du pôle santé au sein de l'association LOBA. C'est un plaisir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Anna, tu es bénévole juriste sur l'accompagnement juridique au sein de la permanence femmes de la CIMAD. Je rappelle, la CIMAD, c'est une association de solidarité avec les personnes réfugiées et migrantes. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et Nadège Wadja, tu es originaire de Côte d'Ivoire et tu es arrivée en 2021 en France dans le cadre du regroupement familial et tu nous fais l'honneur d'être parmi nous ce soir pour apporter ton témoignage et ton expérience. Oui, merci beaucoup. Mais je t'en prie. J'ai envie de démarrer par toi, Nadège. Tu es accompagnée par la CIMAD sur le volet juridique et notamment par Anna qui est là ce soir. Quelle est ta situation administrative aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter? Je vous remercie, Eleanor. J'ai connu la CIMAD lorsque j'ai eu des difficultés au sein de mon couple avec mes enfants où on a été violentés par monsieur durant plusieurs temps et on a subi beaucoup de choses et par la suite j'ai pu m'échapper et lorsque je suis arrivée à la police de Créteil et c'est par la suite que la police aussi a volé au secours des enfants et après on s'est retrouvé encore par le 115 et se retrouver du 94 jusqu'à dans le 91 et on a vécu à l'hôtel Pathénon et il a fallu que je puisse sortir chercher des vêtements à la cave et pour que je puisse me vêtir avec les enfants. Mais à son temps de cela, je n'avais pas de documents sur moi parce que mon ex-conjoint avait déjà volé les papiers avec moi. On était chez lui. Voilà. Donc, c'est fut un moment très terrible pour nous. On avait peur de sortir à chaque moment. On se disait qu'il était à notre trousse. Donc, on était au fait isolés. Il a fallu aussi que la police de Longjumeau nous conduise ensuite à Parole de Femme. À Parole de Femme, j'ai été suivie. Et ensuite, ils m'ont donné un avocat pour pouvoir défendre les enfants, pour ne pas que aussi le monsieur encore il trompe aussi la vigilance de certaines personnes prendre les enfants vu étant donné que je n'ai rien pour m'occuper de mes enfants. Et c'est par la suite aussi, il y avait les problèmes de papier. Oui. Voilà, parce que je n'avais pas de documents. Donc, Parole de Femme m'a conduit à la CIMAD. Madame Anna s'est occupée de moi et s'est battue l'année passée pour que je puisse obtenir un récépissé.
De titres de séjour. Des titres de séjour. Et j'ai commencé à travailler lorsque j'ai reçu mon titre de séjour de 1 an. Voilà. En tant que femme victime de violences conjugales, je me suis battue pour mes enfants. Et c'est difficile pour moi parce que par moments, ça me revient en tête. La peur fait que, voilà, c'est un peu difficile. Et les enfants aussi, le traumatisme et tout. Et là, j'ai eu un psychologue qui me suit par l'association IFAPO, M. Antoine Moléron, chaque jeudi. Et je continue à lui dire merci parce que c'était pas à cause de lui. Aujourd'hui, peut-être que je pourrais pas même me déplacer encore. Voilà. Oui. C'est vrai que je ne peux pas oublier, mais je fais un effort de passer à autre chose. Et je peux dire que ça n'a pas été facile parce que quand tu es avec un homme et que tu as passé des années, 20 ans ensemble, tu te dis, ben, je souhaite qu'on vieillit ensemble. Bien sûr. Voilà. Et quand il y a les enfants et que tu vois que l'homme commence à faire des comportements où, pour lui, un an, il va venir te frapper devant les enfants, te déchirer les vêtements, te mettre nu devant tes enfants. C'est difficile, les enfants pleurent pour aller à l'école, c'est compliqué pour eux. Et parfois, il va frapper les enfants, les traiter de moches et tenir des propos, ne jouez pas à l'école. Et quand vous finissez, par moment, les enfants avaient envie de jouer avec les amis au centre de loisirs. Mais il interdisait tout ça. Quand il n'y a pas l'école, les enfants sont à la maison avec moi. Et tant même qu'on est à la maison, aux environs de 23 heures, il peut s'élever et venir, commence à me gifler. Tu n'es rien dans cette maison. Tu es une femme moche. Voilà, tu as perdu tes parents, tu n'es rien au fait. Et j'ai subi ça pendant un bon moment. Aujourd'hui, j'ai le doigt qui est déplacé, j'ai la boule sous l'oreille. Mais étant donné que la police a dit, madame, on va t'aider pour que tu puisses aller à l'hôpital en ce moment, on avait peur de sortir, franchement. On Bien avait sûr. peur, j'ai dit à le monsieur que je pouvais pas sortir de la maison parce que pour ne pas qu'il se jette sur moi. Si au moins vous m'accompagnez, là, ben, donc le monsieur a dit, ben, c'est pas grave. Donc, j'ai passé tout ce temps-là à l'hôtel. Par la suite, il y a mon assistant social qui s'est battu aussi à contacter l'urgence de Longjumeau, étant donné que je n'avais pas la carte vitale pour qu'on puisse m'examiner. Et là-bas, tout a été fait. Ils ont fait un certificat médical et on s'est retrouvés aujourd'hui dans une situation un peu compliquée. Oui, parce que Voilà. si je peux me permettre, Nadège, tu es évidemment une survivante et merci de ton témoignage, mais depuis octobre, tu n'as plus aucun revenu ni de travail. Tu peux nous expliquer pourquoi? En plus, évidemment, du traumatisme que tu subis encore tous les jours suite à ces violences conjugales, ta situation administrative est préoccupante. Qu'est-ce qui se passe depuis octobre? Faut dire que le 9 août, déjà, je fais la demande sur le site ANEF, voilà. Et si je peux préciser, la demande de renouvellement de titre de séjour. Voilà, justement. Et parce que ma fille a bientôt 16 ans, elle aussi, elle doit avoir un papier pour pouvoir aussi avancer dans ses études. Donc, quand j'ai fait la demande à ma fille, ma surprise, étant donné qu'ils connaissent déjà mon statut plutôt, j'avais déjà envoyé les plaintes à la préfecture, à l'OFI pendant ma formation, et je les ai tenus informés de ce que le juge m'avait donné la garde totale des enfants. Voilà. Mais le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, avec les plaintes, il n'a pas été condamné. Okay. Et quand j'appelle souvent à la police pour me renseigner, on me dit ben ça suit son coup. Okay. Il n'a que reçu un rappel à la loi pour la première plainte parce qu'il n'était pas à son premier forfait. Donc les autres forfaits qui sont là présentement, il n'a pas encore été condamné. Donc c'est un peu difficile. Et je travaillais en tant qu'assistance de vie. J'ai passé mon diplôme et j'ai commencé à exercer le 24 octobre. Mon titre de séjour a expiré. Ma patronne m'a appelé pour dire que je ne pouvais plus continuer de travailler. Il faut que je lui ramène mon titre de séjour. Voilà. Donc, je suis restée comme ça à la maison. Moi qui n'avais pas des dettes,
Aujourd'hui, je fais face à des difficultés, paiement de loyer. Bien sûr. Et paiement aussi d'électricité et aussi charge des enfants. Bien sûr. Et j'ai même encore, je n'arrive pas aussi à recevoir aussi les droits des enfants à la CAF, étant donné que la pension alimentaire, le juge a décidé que ça passe par eux. Et c'est un peu compliqué. Je vis un moment, mais je reste brave dans la tête parce que je veux que les enfants réussissent. Je veux que les enfants sachent qu'ils ont une mère qui ne va pas les lâcher, qui ne va pas les abandonner dans la main d'un père qui connaît pas l'importance, un père qui va les battre. Non, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour aider mes enfants. Raison pour laquelle que ce soit quand j'ai été invitée par Madame Eleanor, vous, je suis là. Merci, et je Nadège. réponds pour dire que vraiment, il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que c'est une maman qui déprime. C'est une maman qui pleure loin de ses enfants. Elle se cache dans les toilettes pour pleurer. Quand même, elle sait que demain, ça serait difficile. Ça serait difficile pour manger. Elle veut pas montrer aux enfants qu'ils n'ont personne. Elle veut montrer aux enfants qu'elle est là pour eux. Donc, Merci, c'est Nadège, difficile. pour C'est ton difficile. témoignage. Franchement, c'est très fort. Et justement, je m'adresse à toi, Anna. Je vois ton émotion monter. Tu es bénévole à la CIMAD depuis 8 ans. Pardon, un peu moins. Un tout petit peu moins, oui. En quoi la situation de Nadège, justement, son témoignage, est une situation courante pour bon nombre de femmes que la CIMAD accompagne? Oui, malheureusement, la situation de Nadège est représentative des difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans leur droit au séjour et du lien qui peut malheureusement y avoir entre exposition aux violences et difficultés de droit au séjour. Donc nous, sur cette permanence dont Nadège a parlé, femmes étrangères, personnes étrangères, puisqu'on accueille des personnes de tout genre, mais de fait, on accueille beaucoup de femmes, très majoritairement des femmes, donc victimes de violences. On se consacre à accompagner dans le droit au séjour et la demande d'asile des personnes qui sont ou qui ont été victimes de violences. Donc, dans le cadre de l'asile, c'est un peu particulier puisque c'est plutôt des violences qui ont eu lieu au pays et pour lesquelles les personnes cherchent protection dans le cadre de l'asile en France. Et dans le cadre du droit au séjour, ce sont des personnes qui subissent des situations de violence en France en tant que conjointes de personnes françaises ou étrangères et qui, du fait de ces violences, nécessitent d'être protégées. Dans le droit au séjour français actuel, il y a des dispositions qui permettent de protéger certaines personnes dans certaines situations. Ce droit, il existe, mais il est encore incomplet. On pourra revenir là-dessus. Il nous protège notamment les personnes mariées, par exemple, mais pas les personnes pacsées ou les personnes concubines. C'est donc un droit partiel. Et de fait, il y a un certain nombre d'obstacles qui se posent dans les parcours administratifs des personnes et qui surexposent les personnes aux violences de genre, qui empêche la distanciation de l'auteur des violences ou de l'autrice des violences, mais malheureusement c'est très souvent des auteurs de violences. Et tous ces obstacles, nous on est là pour essayer d'accompagner ces personnes. Alors nous on n'accompagne pas les personnes sur la partie violence. Il y a des associations spécialisées qui font ça très bien. Nous on accompagne vraiment sur les questions de séjour et le lien encore une fois entre séjour et exposition aux violences. C'est ce que j'allais te demander justement. En quoi les violences subies par les femmes est un facteur aggravant dans l'accès au droit ? C'est un facteur aggravant dans l'accès au droit puisque de fait, quand on est victime de violences, souvent les violences administratives sont une stratégie de l'auteur des violences, par exemple. Et on vient de le voir avec Nadège. Ce dont Nadège a parlé. L'auteur de violence va cacher les documents de la personne, ce qui va empêcher de pouvoir renouveler son droit au séjour, de pouvoir faire valoir son droit au séjour, ou même d'engager des démarches, quelles qu'elles soient, d'insertion. Donc on va se retrouver isolé, on va se retrouver parfois en séjour même irrégulier,
puisque l'auteur du violence, c'est vraiment la violence administrative, on le voit hein, dans la stratégie des auteurs, c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent. Et ce discours de toute façon sans moi tu n'es rien, là je parle des conjoints hein, qui sont français ou qui sont en séjour régulier et qui savent bien que la personne qui est venue en tant que conjointe de français ou dans le cadre du regroupement familial comme Nadège, savent bien que le droit au séjour des personnes dépend en fait d'elles et joue de ça. Donc il y a vraiment cette dépendance et il y a également aussi, donc comme je le disais, les violences vont empêcher aussi les personnes d'engager des démarches parce que on est on est dévalorisé, on sait plus comment et on connaît mal les institutions et les procédures. Oui, et puis il y a la vulnérabilité économique. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que je suppose que dans les femmes que tu accompagnes, la vulnérabilité économique engendre aussi une violence et accroît le manque d'accès aux droits. Bien sûr, mais de toute façon, j'ai envie de dire pour les auteurs de violence, tout est bon pour accroître l'emprise et pour isoler les personnes et en effet la précarité économique qui va, par exemple, si on n'a plus de droit au séjour comme le disait très bien Nadège, on peut plus travailler, on peut plus accéder à des prestations sociales et donc comment on s'en va? Déjà une femme française qui est en France, elle va peut-être arrêter son travail, mais là quand on n'a plus de droit au séjour, on peut plus rien faire, on a plus accès à rien et donc en effet on est en situation de précarité économique et c'est encore plus difficile, encore une fois, de s'éloigner et de partir. Je m'adresse à toi, Lola. Tu travailles, donc tu es coordinatrice nationale à la FASTI. Est-ce que tu peux me présenter quelle est l'approche de la FASTI? Peux-tu me décrire en fait vos missions et votre fonctionnement pour que les gens puissent comprendre? La FASTI, du coup, c'est un réseau d'associations qui est un réseau d'une 50aine d'associations réparties en France et qui ont de nombreuses actions de solidarité avec les personnes immigrées, donc des cours de français, beaucoup de permanences juridiques et administratives, mais aussi de l'accompagnement à la scolarité, des sorties. Et donc c'est des actions de solidarité avec les personnes, mais aussi des lieux de rencontres, d'échanges. Voilà, c'est beaucoup de mobilisation, d'actions, de sensibilisation. C'est un réseau qui est très militant et qui porte des valeurs féministes, anticapitalistes, anticolonialistes et antiracistes. Et nous, à la fédération, en fait, l'idée c'est d'animer ce réseau, d'avoir des espaces fédéraux, en tout cas pour que les militantes et les militants se rencontrent au niveau national. Et donc moi je coordonne la commission femmes, donc il y a un espace non mixte, un espace fédéral non mixte qui réunit des femmes, des militantes, des ASTI, des personnes qui au début sont rentrées par la porte un peu accompagnement et qui deviennent militantes. Enfin voilà. Donc c'est tout cet espace là. Et l'idée c'est vraiment donc cette analyse, en tout cas féministe, cette dimension féministe d'analyse des politiques migratoires, elle est vraiment présente dans notre réseau. Et enfin, ça me fait repenser à ce que vous avez dit, Nadège et Anna. En fait, sur toute, et c'est quand on regarde en fait quand on essaye d'analyser les politiques migratoires avec une dimension de genre. En fait, on se rend compte qu'il y a que la loi, elle est pas neutre, enfin qu'elle est neutre en apparence, mais qu'en fait elle va entraîner des discriminations vraiment supplémentaires pour les femmes étrangères. Et ça me fait penser à la question des violences, où c'est beaucoup plus difficile de sortir d'une situation de violence avec toute cette logique aussi de suspicion qu'il va y avoir de la part des institutions, de la part de l'État, qui pèse en tout cas sur les femmes. Mais c'est aussi il y a aussi plein de dispositions dans la loi qui sont plus difficilement accessibles aux femmes. Par exemple, la régularisation par le travail. Alors j'en parle parce que c'est dans les discours actuels là. Mais voilà, la régularisation par le travail pour les femmes, c'est plus difficile parce qu'en fait, il y a des dispositions où il faut avoir un temps plein, il faut gagner l'équivalent du SMIC. Enfin voilà, toutes ces dispositions. Et du coup, on se rend bien compte que dans la société, en fait, les femmes, elles sont
plus souvent sur des emplois à temps partiel subis. Enfin voilà, plein de conditions qui font que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'accéder à ces dispositifs de régularisation. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de mettre en avant aussi dans ces espaces et où on d'essayer de montrer vraiment cet impact et comment les politiques migratoires, en fait, elles renforcent vraiment les discriminations, comment elles participent en fait à renforcer les rapports sociaux qui existent dans notre société, que ça soit la question de la dépendance qu'on voit avec la dépendance conjugale, avec la dépendance à l'employeur aussi, le fait de devoir toujours solliciter l'employeur pour renouveler le titre de séjour. Voilà, tout ça en fait, c'est aussi des sources de violence supplémentaires. Et c'est important de dire que les femmes, elles sont pas vulnérables par nature, mais c'est comment en fait ces politiques vraiment renforcent la vulnérabilité en créant la précarité à la fois administrative, économique. Ouais, et d'ailleurs, je sais qu'à la Festi, vous travaillez d'abord avec les personnes concernées, enfin dans votre pratique justement pour visibiliser sur le plan étatique, mais aussi dans la société. Et on en reparlera un petit peu plus tard. En fait, j'aimerais aussi qu'on aborde aujourd'hui les violences sur le parcours d'exil. Pour le rappeler, donc les femmes sont aussi les premières victimes de guerres ou de conflits politiques, de déplacements liés à des catastrophes écologiques, de famines ou des épidémies. Et dans certains contextes culturels ou sociaux, elles subissent aussi des violences, réelles ou symboliques. Et donc le parcours d'exil passe aussi pour certaines par l'emprunt des routes migratoires et malheureusement par des violences subies. On sait que selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, que c'est plus de 88% des demandeuses d'asile qui ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est absolument colossal. Début septembre, il y a eu la revue scientifique internationale The Lancet qui a publié une enquête de santé publique inédite menée sur 273 demandeuses d'asile à Marseille, corrélant la migration et la violence sexuelle dont elles sont victimes. Et on peut retrouver ces témoignages notamment sur le site du Monde. Et cette enquête qui a été menée sur de nombreux mois, elle met vraiment en exergue la violence sur le corps des femmes. Donc il y a la double peine d'être évidemment personne exilée sur une route migratoire avec tout ce que ça implique, mais aussi victime de violence. Est-ce que Betty, tu peux présenter un peu l'association LOBA? Je te laisse le plaisir de présenter les activités de LOBA. Ok. LOBA, ça veut dire exprime-toi en lingala, donc une langue parlée en République démocratique du Congo. Et l'association, elle a été créée en 2008 par deux hommes, deux danseurs, qui avaient comme premier objectif d'utiliser l'art et de mettre l'art au service de la cité, des citoyens, pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir leur voix. Et donc l'association a pris une autre dimension en 2016 lorsque un des cofondateurs, Bolewa Sabourin, a rencontré le docteur Denis Mukwege, le gynécologue obstétricien, et où ils ont échangé autour de la prise en charge qu'il a construite en République démocratique du Congo, en zone de conflit armé, à destination des femmes survivantes du viol utilisé comme arme de guerre, qui est une approche holistique où en fait il va proposer de l'aide juridique, de l'aide sociale, de l'aide médicale et de l'aide psychologique. Et il faisait le constat que la prise en charge psychologique classique pouvait avoir ses limites auprès de tous les traumatismes que ces femmes avaient pu subir, et que utiliser justement d'autres outils comme l'art par exemple avait une toute autre portée et pouvait être complémentaire de la guérison. Et donc en tant que danseur, Bolewa Sabourin a voulu utiliser la danse comme outil thérapeutique pour ces femmes, et donc on a développé une thérapie qu'on a appelée recréation, qui permet à ces femmes par la danse de pouvoir libérer leurs paroles, libérer leur corps et de reconnecter en fait les deux. Car souvent, après ces traumatismes, les femmes sont complètement déstructurées, se dissocient. Et en fait, en alliant ces deux éléments, elles permettent de se reconstruire et de se réparer. Et donc, au sein de l'association, on a aussi voulu avoir cette approche globale et holistique. Et donc, on a un volet autour de la prévention des violences sexistes et sexuelles en France, cette fois-ci. Donc, on a différents outils pour faire de la prévention auprès du grand public, toujours avec le fil conducteur de l'art. Donc là, c'est via une compagnie de danse qui fait
un spectacle débat, ensuite des interventions auprès des jeunes dans les établissements scolaires et spécifiquement auprès des hommes, notamment dans le milieu des entreprises ou encore dans les prisons. Et après le volet curatif, avec cette thérapie à destination des femmes survivantes. Les bénéficiaires de l'OBA sont principalement des personnes exilées. Qu'est-ce que tu constates lorsqu'elles participent les premières fois aux ateliers de danse-thérapie ? Alors, pour parler de nos bénéficiaires, je veux juste préciser on accompagne environ 250 femmes par an et elles sont en grande majorité, elles viennent d'Afrique subsaharienne. Et donc, dans les premiers ateliers, en fait, elles vont commencer plutôt par verbaliser des problèmes physiques. Elles vont parler de douleurs, ou elles vont nous dire qu'elles ont du mal à dormir, etc. Et ensuite, dans les phases de danse, on peut remarquer parfois une difficulté à se projeter dans l'espace sur certains exercices d'étirement en fait simples, où on va leur proposer par exemple de mettre les bras en croix. On va voir que il y en a, elles vont plutôt mettre les bras vers le haut, elles vont pas être complètement en fait en phase avec comment elles se perçoivent en fait à l'intérieur d'elles-mêmes et dans l'espace. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est des ateliers en groupe et que l'effet groupal a vraiment une très grande importance. Parfois, dans les premiers ateliers, il y en a qui ne veulent pas directement se livrer, mais on essaye d'instaurer un climat de confiance, un climat confidentiel où on n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de danser, on peut arriver à l'heure qu'on veut. On fait en sorte que ces femmes, où on sait qu'elles sont dans toutes les démarches que vous avez précisées, avec toutes les difficultés et leurs problèmes de santé mentale, elles n'ont pas forcément la construction pour se présenter et prendre pleinement en fait cet atelier. Donc on leur laisse le temps, on leur laisse l'espace. Et s'il y en a qui viennent depuis plus longtemps, elles vont vraiment avoir ce rôle de porter les nouvelles. Donc il y en a qui arrivent à se livrer parfois dès le premier atelier et c'est vraiment très très fort. Et puis d'autres, c'est petit à petit. Nadège, je m'adresse à toi. En parlant de la santé mentale, j'ai une question qui me vient en fait en écoutant ton témoignage. Où trouves-tu la force pour continuer de te battre comme tu le fais malgré toutes les difficultés ? Bon, je vois mes enfants. Voilà, mes enfants me donnent pratiquement la force. Voilà, mes enfants me donnent la force. Voilà, parce que nos personnes, c'est qui comptait. Voilà, quand ils me regardent, ils se disent, ça va aller. Voilà. Parce que, à un moment donné, quand ça n'allait pas, je me rappelle, mon fils de 10 ans a dit, maman, mais comment tu as fait pour prendre un papa comme ça? Tu vois? Oui. Donc, aujourd'hui, où il est, il s'est dit que il n'a personne si c'est pas moi. Et quel est le message que tu aimerais adresser aux femmes qui se trouvent dans la même situation que toi? Aujourd'hui, je dis aux femmes de faire pour les enfants. De faire pour les enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Et si on les met au monde, on doit leur donner la joie de vivre, leur donner la joie de s'épanouir, de grandir en bonne santé. Parce qu'un enfant qui est marqué par les blessures de violence, c'est quelque chose de grand. Bien sûr. Même à l'école, c'est difficile. Il y aura toujours ce schéma-là. Même quand il est à l'école, il va toujours se rappeler, est-ce que ma mère elle va bien? Oui. Est-ce que même quand tu vas, souvent même l'arrivée parfois quand je dis, je vous accompagne, vous partez et moi je vais bosser. Mon fils me dit, maman, tu viens à quelle heure? Maman, sois prudente. Tu vois, ça trouve qu'il est beaucoup affecté par ce... Bien sûr. Donc, c'est à moi maintenant de lui montrer que ça va. Oui. Est-ce qu'ils sont même si à l'intérieur, je me sens toujours déchirée, blessée, même si elle fait face aux difficultés, mais je ne le montre pas, je le montre que ça va. J'ai des personnes de bonne volonté qui nous aident à aller de l'avant et on ne doit plus regarder en arrière. Et je dis aux femmes de sortir parce que la vie est précieuse. La vie est précieuse parce que si aujourd'hui tu aimes quelqu'un et que tu te mets avec une personne qui ne t'aime pas et qui est en train de te détruire, non seulement mentalement,
tu perds confiance en toi. Bien sûr. Et quand tu perds confiance en toi, ça agit automatiquement sur les enfants. Moi, aujourd'hui, je peux dire que c'est une grâce, je suis sortie de là. Mais il y a d'autres qui sont restées, elles sont mortes. D'autres ont perdu l'œil. Bien sûr. Voilà. Moi, j'ai un doigt qui ne fonctionne plus. Voilà. J'ai les boules sur l'oreille qui est là. Mais malgré ça, c'est difficile. Donc, si tu restes là, que tu perds la vie, qu'est-ce que tes enfants vont devenir? Est-ce que quelqu'un d'autre pourra donner l'affection à tes enfants comme toi, tu le fais? Bien sûr. À la CIMAD, Anna, justement, ces situations que l'on vient d'évoquer, que ce soit avec Betty, Anna et Nadège, ces situations donc sont récurrentes. On peut appeler ça des violences institutionnelles. Hein. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que il y a plusieurs types de violences institutionnelles, hein. Et notamment les demandes abusives de la préfecture qui sont parfois illégales. Tu me disais, par exemple, en préparant cette émission, que la personne victime de violence maintient son droit au séjour. Et pourtant, certaines préfectures demandent une condamnation. Pareil, les violences au commissariat lors d'un refus de plainte ou lors de la demande d'asile avec la mise en doute et de la véracité du récit qui renforce le psychotraumatisme ou parfois parce qu'il y a des pertes de mémoire et des incohérences liées au trauma. Qu'est-ce que toi, tu peux dire sur ces violences institutionnelles qui sont nombreuses ? Oui, tu en as déjà un peu parlé. En effet, c'est un combat de tous les jours de défendre le droit au séjour et le droit d'asile des femmes étrangères qui ont été victimes de violences ou qui sont victimes de violences, puisque, comme tu le disais, il y a des demandes qui sont peut qualifier d'abusive, notamment pour les preuves des violences. On va demander, comme tu l'as dit, par exemple, une condamnation alors que les violences peuvent être apportées par tout moyen. Et vraiment, c'est quelque chose pour lequel on se bat. Ce n'est pas forcément une condamnation du conjoint auteur de violence, ni même une plainte, par tout moyen. Or, certaines préfectures vont demander, en effet, une condamnation effective ou une ordonnance de protection dont ne bénéficient pas toutes les femmes. Et donc il y a ces demandes en effet, puisque comme je crois que le disait ma collègue de la FASTI, il y a cette suspicion malheureusement des personnes étrangères comme non légitimes. Il faut toujours apporter des preuves qu'on mérite ce droit au séjour. Et donc il y a donc ces demandes abusives qui n'ont pas lieu d'être. Parfois même des pièces qui ont déjà été données, on redemande les mêmes pièces pour faire durer l'instruction des demandes. Et puis tu l'as aussi dit, les difficultés, elles peuvent être à la préfecture, mais elles peuvent être aussi au commissariat. Une personne qui va ne subir entre guillemets que des violences psychologiques dont on ne va pas accepter de recevoir la plainte et qu'on va inviter plutôt à déposer une main courante. Ça arrive encore malheureusement fréquemment, même s'il y a quand même des avancées notables, il faut le dire dans ce domaine, mais ça arrive encore. Et puis si on parle des difficultés dans les procédures de droit au séjour, je crois qu'on peut pas occulter la difficulté actuelle liée à la dématérialisation des procédures. Oui. Alors dématérialiser pour faciliter, c'est bien si c'est sur le papier, mais malheureusement dans la réalité, c'est plus complexe que ça, hein. Et donc juste pour expliquer, aujourd'hui, les procédures ont vocation à être toutes dématérialisées, à se faire en ligne, et les personnes n'ont plus qu'à venir à la préfecture pour récupérer leur titre de séjour. Donc tout se passe en ligne sur le site dont Nadège a parlé, qui s'appelle l'administration numérique des étrangers en France. Et ce site, malheureusement, il y a des bugs, il y a des personnes qui n'arrivent pas à déposer, il y a des dossiers qui sont clos sans raison, il y a malheureusement des difficultés à récupérer des récépissés.
Et c'est la situation dans laquelle est Nadège. Nadège a déposé une demande de renouvellement. Son titre d'1 an est aujourd'hui expiré et malheureusement, elle n'a toujours pas reçu 2 mois après l'expiration de son titre de récépissé auquel elle a le droit puisque son dossier est complet. Elle a le droit à un récépissé et donc Nadège se retrouve sans titre de séjour. C'est complètement dingue cette situation. C'est quoi le recours, par exemple, sur le plan juridique pour Nadège, là ? On va peut-être engager des recours. On peut solliciter déjà en premier lieu le défenseur des droits pour essayer. Bien sûr, on essaye de communiquer avec la préfecture, mais avec la dématérialisation, c'est de plus en plus difficile d'avoir un interlocuteur. Malheureusement, il y a quand même un chat sur la nef, enfin en tout cas un canal de communication, on a un numéro, mais là, en l'occurrence, il faudrait peut-être engager un recours juridique si rien ne bouge, puisque Nadège l'a très bien dit, ce qui s'ensuit, c'est une perte de travail, une perte des prestations sociales. Voilà. Ouais. Je m'adresse à toi, Lola. À la FASTI, vous militez pour l'abrogation le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et ce que cela implique ? Oui, tout à fait. Ça va faire écho justement avec ce que disait Anna, notamment sur le fait que les associations sont toujours... qu'en fait, le droit des étrangers, c'est le droit où il y a le plus de contentieux. C'est-à-dire que même quand c'est de plein droit, même quand on a le droit à un titre de séjour, en fait, ça se passe jamais comme prévu. Donc voilà, donc c'est toujours un droit où il faut toujours des recours. Et nous, en fait, à la FASTI, on défend une vision d'une société basée sur l'égalité des droits entre personnes françaises, entre personnes étrangères, et où chacune serait libre en fait de vivre où elle le souhaite. Et donc, on défend la liberté de circulation et d'installation. Et en fait, ce CESEDA, qu'on appelle le CESEDA, mais qui rassemble en fait toutes les lois, qui est un peu le symbole des politiques migratoires, en tout cas de la France, mais qui pour nous en fait est un symbole des législations d'exception à l'égard des personnes étrangères. En fait, le fait d'avoir un code, en fait, c'est le seul code qui cible vraiment une catégorie de personnes, qui porte pas sur un domaine, mais vraiment sur une catégorie de personnes, les personnes étrangères. En fait, c'est un code qui, pour nous, institue complètement dans la loi, en fait, les discriminations, l'inégalité. Et en fait, c'est tout ce que... c'est aussi venu, l'idée de cette campagne, c'est que là, par exemple, il y a une loi qui est en train d'être débattue, et c'est là un peu plus de la 30e en 40 ans. Oui. En fait, tous les 1 an et demi, on a une nouvelle loi sur l'immigration qui est votée, avec toujours des retours en arrière, un droit qui devient de plus en plus restrictif, plus répressif. Et en fait, c'était le constat aussi de se dire, mais en fait, on est toujours en train de lutter, on est toujours dans une position défensive à essayer de pas perdre ça, de réussir à remettre quelques articles dans la loi qui seraient un peu plus positifs. Et en fait, nous, on s'est dit à un moment, en fait, c'est ce code des étrangers, en fait, il est pas réformable, il est pas discutable. Et en fait, il faudrait l'abroger. En fait, ce serait un premier pas vers la liberté de circulation et d'installation. Et du coup, c'est comme ça qu'est née cette campagne, et aussi du fait que nous, sur le terrain, en fait, il y a aussi, toutes ces situations de non-droit, de précarité. En fait, c'est de plus en plus des personnes qui sont dans des situations d'urgence, dans des situations de précarité, avec la question de la dématérialisation, toutes ces choses-là, où du coup, pour les militants des associations, en fait, il y a une espèce de gestion de l'urgence, de chronophagie. Oui, en permanence. En permanence. Et c'est de se dire, en fait, à un moment, effectivement, il y a ces luttes. Évidemment, on lutte contre cette loi qui est là. Tout le mouvement est, au rassemblement qui se tient en ce moment. Mais c'était de se dire, en fait, il y a le court terme et il y a aussi le long terme. Et de se dire, mais en fait, on a besoin aussi de repenser nos utopies. En fait, d'avoir une vision vraiment à plus long terme, de reprendre une vision de la société. Et en fait, c'est de dire, oui, on a développé toute une campagne avec l'idée que, et s'il n'y avait plus de CESEDA,
en tout cas, on serait dans une société qui serait beaucoup plus égalitaire. Oui, et justement, là, on était vraiment sur la partie France et le droit français. Et ben justement, parlant de droit français, le droit français ne prend pas en compte les violences subies sur le parcours d'exil. Ça, c'est un autre point qu'on pourrait évoquer longuement. Et du coup, j'aimerais qu'on parle de la partie de la santé mentale, qui est un peu un angle mort sur les politiques migratoires. Comment vous faites à l'OBA, Betty, pour accueillir justement la parole des femmes victimes? Comme je le disais un peu tout à l'heure, on a essayé de proposer un espace qui soit très ouvert en fait pour ces femmes au vu de toutes les problématiques qu'elles rencontrent. Et je rebondis sur ce que vous disiez dans les ateliers, dans les phases de parole. Il y a très 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 régulièrement la question de toutes ces démarches administratives revient parce que c'est vraiment quelque chose qui les pèse en fait quotidiennement. Et en fait, quand elles ont l'impression d'avancer sur d'autres plans, sur le logement, sur autre, et en fait il y a toujours cette épée de Damoclès en fait qui est au-dessus de leur tête et qui fait que voilà, elles sont pas complètement elles arrivent pas en fait jusqu'au bout pour pouvoir être tranquilles en fait au final. Et donc oui, donc on travaille avec des structures médico-sociales en Île-de-France qui du coup vont accueillir des femmes sur différents plans et elles les accompagner sur le volet social, sur le volet juridique ou autre. Et donc on constitue un pilier de plus sur la santé mentale pour toujours avoir cette approche holistique. Et du coup, voilà, cet espace s'inclut dans une approche et dans un parcours global qui fait qu'elle se retrouve vraiment accompagnée du début jusqu'à la fin. Et donc voilà, sur ces 2 heures d'atelier, je vous disais, elles peuvent venir à l'heure qu'elles veulent, partir à l'heure qu'elles veulent. On essaie de créer vraiment un espace de bienveillance, d'écoute. Et on leur propose aussi de pouvoir choisir leur propre musique aussi pour que elles puissent au maximum se libérer l'esprit, se libérer le corps. Et voilà. Vous êtes un peu en train de vous développer partout en France. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, parce qu'en fait, il y a un vrai besoin concrètement pour la prise en charge sur la partie holistique des personnes, des femmes exilées. Il y a beaucoup de demandes. Oui, parce que aujourd'hui, le secteur de la santé mentale classique en France, le secteur de la santé d'ailleurs, est à la peine. Et puis déjà en France, mais culturellement parlant, c'est peut-être compliqué de s'investir dans un suivi psychologique classique, au vu de toutes les représentations que ça peut avoir, au vu du coût que ça peut représenter, et au vu de la couverture maladie dont on peut disposer. Donc on va pas forcément de prime abord vers un suivi psychologique classique. Et donc nous aujourd'hui on propose ça vraiment en complémentarité de ce dispositif classique. Et aujourd'hui oui, donc on est en Île-de-France, on mène une recherche en fait sur notre thérapie depuis 2021. Donc il y a une doctorante en psychologie clinique qui fait sa thèse actuellement sur notre thérapie, qui a pour objectif de valider scientifiquement les effets sur la santé mentale des femmes et de pouvoir nous ensuite appuyer notre protocole dans d'autres structures et de pouvoir effectivement nous essaimer, parce qu'on a effectivement beaucoup de demandes. Aujourd'hui, un peu de moyens humains. Donc voilà, on a actuellement à peu près 6 ateliers par semaine qui vont démarrer en 2024. Mais aujourd'hui, on peut pas faire plus. Donc on attend un peu avec impatience ces résultats pour pouvoir les présenter et pour pouvoir ensuite essaimer, parce qu'il y a des besoins partout. Bien sûr. Et à la CIMAD, Anna, vous accompagnez combien de femmes à la permanence juridique d'Île-de-France? Alors, je précise que c'est la seule qui existe pour l'accompagnement juridique des femmes. Enfin, exclusivement pour les femmes. Oui, alors il y a des groupes qui ont des antennes, des personnes qui sont mobilisées, mais c'est vrai qu'on est le seul groupe dédié en Île-de-France à l'accompagnement des personnes et femmes étrangères victimes de violences.
en fait, on a d'abord un primo-accueil téléphonique. En 2022, il y a près de 2500 personnes qui nous ont téléphoné. Et là, lors de cet accueil téléphonique, on donne des conseils, on oriente, on informe. Toutes ne sont pas orientées vers la permanence. On a des permanences physiques sur Paris, Montreuil, aussi des bénévoles à Cergy et à Massy. Et donc en 2022, c'est environ 300 personnes qui ont été accompagnées. 300 personnes, ah oui, c'est quand même beaucoup pour une équipe de combien de bénévoles ? On est une vingtaine de bénévoles actifs ou retraités, ça dépend, mais ça demande du temps. Et selon toi, comment on peut guérir de violence quand il n'y a pas de reconnaissance juridique ? Alors, c'est une question difficile. Je ne sais pas de quelle reconnaissance juridique. Est-ce qu'on parle de la condamnation de l'auteur des violences ? Ça, je ne saurais pas répondre. Après, je pense qu'il y a plein de façons de se reconstruire. Mais c'est vrai que la question de la reconnaissance, en effet, des violences par une instance juridique est quelque chose de fondamental, bien sûr. Mais au-delà de ça, je pense quand même, en tout cas, à travers mon accompagnement, je vois à quel point la question de l'accès aux droits et de la reconnaissance de ces droits est important, au-delà de la condamnation de l'auteur, dans la reconnaissance de la personne. Parce que une personne un auteur de violence, il va nier les droits de la personne. Et je pense que c'est vraiment le rôle des institutions de dire à ces personnes, voilà, vous avez des droits, vous êtes une personne, vous êtes un individu qui compte et qui compte dans cette société et qu'on souhaite protéger. Donc la reconnaissance des droits, à mon avis, est fondamentale. C'est la base. Lola, pourquoi les femmes sont-elles les dernières prises en compte des politiques migratoires ? Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, c'est vraiment des politiques migratoires qui se sont construites en fait sur des représentations sexistes des migrations, avec l'idée en fait que c'est les hommes qui migrent. Enfin, ce que tu évoquais au début sur l'image vraiment de la personne immigrée, c'est un travailleur et c'est que ça a mis longtemps et en fait à la fois elles sont, je dirais invisibilisées, mais aussi survisibilisées à certains moments, notamment sur les questions de violence. Enfin, en fait, il y a aussi alors tout en n'étant pas pris en compte dans la pratique, mais il y a aussi quand même cette idée de présenter les femmes comme des victimes, comme des personnes qui suivent leur conjoint. Enfin voilà, mais une espèce de dépolitisation en fait des violences que subissent les femmes. Et ça, sur tout le parcours migratoire, faut en parler effectivement des raisons du départ parfois, sur le parcours migratoire, à l'arrivée en France, enfin ce continuum des violences. Et en fait, ce qui est important, c'est de faire progresser évidemment pour que les politiques migratoires, en tout cas, intègrent plus la dimension de genre, que ça soit dans l'examen des demandes d'asile, dans la question des violences, de la protection des femmes victimes de violences, mais aussi de montrer qu'en fait toute cette violence qui est subie tout au long du parcours, en fait, on a l'impression qu'elle est comme ça, mais en fait non, elle est vraiment le résultat de politiques, parce que c'est des politiques qui sont aveugles au genre, parce que c'est des politiques qui ferment toutes les routes migratoires. Enfin, voilà, et de dire effectivement, oui, c'est à nous toutes aussi dans nos associations d'essayer de porter en tout cas cette parole, de rendre visible les femmes. Nous c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas dans les ASTI, dans notre réseau. C'est de dire, en fait, oui, les femmes, elles sont actrices de leur migration aussi. Elles sont pas seulement des rejoignantes. Bien sûr. Et puis même, en fait, elles sont actrices. Elles vivent dans cette société-là. Et en fait, d'essayer de mettre en place des choses pour qu'elles puissent, elles aussi, être visibles dans leurs paroles et justement contrecarrer un peu toutes ces politiques qui tentent de les invisibiliser. Et je repense aux espaces un peu de solidarité, enfin ces espaces qui font du bien. Et là voilà, j'étais à l'Asti de Petit-Quevilly aujourd'hui à Rouen. Et en fait, c'est vrai que ça revient souvent. En fait, c'est dans les Astis, il y a aussi des groupes de femmes qui se créent.
Et ces moments, en fait, de solidarité entre femmes, de pouvoir justement s'informer sur ses droits soi-même, de pouvoir agir, enfin, voilà, c'est quelque chose, je trouve, qui est important et en tout cas à porter, voilà, en tant que... Et justement, il y a une question que j'aimerais que tu abordes, c'est la question antidécoloniale qui est très prégnante dans les valeurs que porte la FASTI. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien ? Oui, alors, en fait, l'idée, c'est aussi de se dire que, enfin, cette question coloniale, en fait, elle a imprégné notre société. En fait, c'est l'histoire, et que du coup, il y a des choses, enfin voilà, de dire que on n'est plus dans une période coloniale, mais néocoloniale, enfin qu'il existe encore. Voilà, je trouve que cette question, en tout cas du colonialisme, elle se retrouve plus de la même façon. Elle a changé de forme, mais en tout cas, elle se retrouve dans la question de la gestion des migrations. À la fois avec les rapports entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui sont des rapports complètement déséquilibrés, et où on voit qu'il y a une pression des États occidentaux, de la France, pour créer des accords qui vont être des accords de réadmission, enfin voilà, vraiment qu'il y a quelque chose autour de la gestion des migrations, et sur la question aussi féministe, où on est quand même sur tous les débats qu'il y a depuis... En tout cas, où les années 2000 sont assez symptomatiques de ça et qui continuent sur la question du foulard, sur la question de l'intégration, en tout cas de la question de comment les droits des femmes sont aussi instrumentalisés à des fins racistes. Voilà, tout ça, c'est des choses en tout cas qu'on retrouve qui sont permanents, qui changent de forme, mais en tout cas qui restent, avec l'idée de l'intégration des femmes, ça passerait par l'égalité, par la laïcité, enfin voilà, tout un discours en tout cas qui est effectivement qui est dans la continuité. Ouais. Justement, en parlant de continuité, j'aimerais qu'on aborde un petit peu la loi asile-immigration qui est en train d'être votée. Est-ce que Anna, tu veux nous en parler? Comment la CIMAD justement se positionne par rapport à cette loi? Du côté de la CIMAD, je crois que la position est assez claire, hein, c'est celle du retrait du projet de loi. Je voulais juste rebondir sur cette question de peut-être de la prise en compte du genre dans les politiques migratoires et justement de malheureusement du constat de la non prise en compte de la dimension de genre dans ce projet de loi et même de quelques mesures qui, moi en tout cas, me posent question pour les femmes et je pense notamment, et là encore une fois je parle en tant que bénévole accompagnante, que dans le projet de loi il est prévu notamment de conditionner le fait d'obtenir un titre de séjour pluriannuel à un niveau A2. On sait bien malheureusement que une partie des femmes qu'on accompagne, non pas toutes, mais même s'il faut en effet aussi sortir de cette vision misérabiliste ou en tout cas victimisante des femmes, et toutes n'ont pas eu accès à des cours de français ou à une scolarisation jusqu'au supérieur et du coup certaines vont avoir peut-être plus de difficultés à atteindre ce niveau A2 pour obtenir un niveau européen A2 pour obtenir le titre de séjour pluriannuel. Et moi, c'est vrai, je me posais la question quand j'ai vu cette mesure dans le projet de loi, quelles conséquences ça va avoir sur les dames qu'on accompagne. De même, le fait de conditionner le regroupement familial au fait d'avoir un niveau A1, comment les personnes vont obtenir ce niveau A1 et à quel cours elles vont accéder. Est-ce que ça ne va pas malheureusement tenter certaines personnes d'aller sur des voies d'accès hors accès officiel? Voilà, c'est des questions que je me pose et c'est vrai que cette question du genre et de l'absence de prise en compte du genre dans le projet de loi pose question. Et justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Anna sur le volet asile-immigration, à la FASTI, c'est quoi votre... je connais votre position, mais est-ce que tu peux expliquer là clairement ce qui va se passer sur le recul des droits pour les personnes exilées? Alors, sur
Sur le recul des droits, il va y en avoir plein, parce que je pense que, c'est une des lois les plus dures qui va être votée. Donc, il y a effectivement toute cette question sur le conditionnement du niveau de français pour plein de titres de séjour, notamment les titres les plus, ceux qui permettent le plus de stabilité. Donc, encore une fois, les femmes vont rester avec des titres d'1 an, renouvelables, tout ce qui est précarité. Mais c'est aussi, il y a la question aussi des droits sociaux. Qui là, et en tout cas, alors je sais pas ce que ça donne là actuellement, mais en tout cas avec l'idée de le réserver pour les personnes quand on aurait plus de 5 ans de présence, ce qui est déjà le cas pour le RSA aujourd'hui, mais voilà, encore aggraver encore vraiment des discriminations, et voilà, tout ça, c'est, on le voit en fait, ça va vraiment augmenter la précarité, et voilà, pour nous, cette loi, oui, effectivement, et là, il y a des rassemblements en ce moment dans les rues, et j'espère qu'il y a des gens qui écoutent l'émission, mais j'espère aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue en train de se mobiliser. Oui, on espère tous. Est-ce que Betty, tu veux rajouter quelque chose sur la partie santé mentale et prise en charge des femmes ? Je voulais déjà saluer Nadège pour le témoignage que tu as livré, parce que ça fait partie aussi des choses que je peux entendre, en tout cas avec toute la force que tu as témoigné, toute la résilience dont tu fais preuve vis-à-vis des épreuves que tu as traversées. Et c'est vraiment ces moments-là aussi qu'on cherche. On essaie que les femmes puissent extérioriser en fait tout ça et trouver en fait du soutien autour d'elles, avec les professionnels ou avec d'autres femmes, et justement se connecter aussi à ces autres femmes qui ont pu vivre des situations similaires. Donc voilà, déjà bravo. Et oui, nous on continue ce travail de longue haleine. Ce que j'avais pas précisé aussi, c'est que lors de nos ateliers, c'est un psychologue et une psychologue et un danseur et une danseuse qui interviennent. On avait à cœur qu'il y ait ces 2 professionnels qui puissent apporter leur expertise artistique. Et que la danse aussi permettait les femmes en fait quand elles arrivent dans nos ateliers, elles ont des difficultés à libérer leurs paroles, à extérioriser les choses, et que l'art avait aussi cette capacité à les aider à recréer, à se réimaginer. Et que c'est vrai que c'était des choses que elles étaient dans l'incapacité de faire à ces moments-là, et on leur propose aussi tout un volet extérieur aux ateliers, avec des sorties artistiques, des spectacles, pour qu'elles voient aussi la danse sous une autre forme. Ça, c'est super chouette. Et justement, il nous reste très très peu de temps, mais pour finir cette émission, est-ce que tu as un dernier mot, Nadège ? J'aimerais te donner la parole pour terminer cette émission, Nadège. D'accord, Léonore, je vous remercie pour votre mobilisation pour les femmes aujourd'hui victimes de violences conjugales. Je pense que à travers cette émission, l'État français tiendra compte de toutes ces souffrances que nous vivons aujourd'hui et nos difficultés, nos failles vis-à-vis de nos enfants. Et merci. Vraiment, on souhaite que la situation puisse être régularisée, afin que nous, les mamans, on puisse être épanouis. Donc, c'est un peu ça, quoi. Merci infiniment, Nadège, pour ton témoignage. Et on espère de tout cœur que ta situation, va pouvoir s'améliorer avec l'aide de la CIMAD. Je mets un peu la pression sur toi, Anna. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Pour moi, c'était important, cette émission, parce que j'ai été à de nombreuses frontières, que ce soit sur la route des Balkans, mais aussi aux frontières algériennes, libyennes, etc., aux frontières françaises. Et j'ai pu expérimenter cette difficulté à récolter le témoignage des femmes. J'ai pu aussi voir de moi-même aux différentes frontières les femmes victimes de violences qui avaient peur et qui avaient évidemment avaient vécu le pire juste parfois à l'instant. Donc c'était pour moi important de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Je vous remercie. Merci Anna pour ton éclairage juridique. On peut retrouver toutes les actualités de la CIMAD sur les réseaux sociaux et sur le site. Merci Betty. On peut retrouver évidemment l'OBA sur les réseaux sociaux. Merci et un super site internet, je le précise. Pareil pour la FASTI sur tous les réseaux et toutes vos actualités et les ressources que vous mettez à disposition à tout le monde.
Merci Nadège et on se retrouve début janvier pour une nouvelle émission sur les frontières françaises. Merci, à bientôt. Au revoir.